Bonjour, aujourd'hui notre émission est un peu particulière. Nous sommes en compagnie d'une personnalité franc-maçonne. Nous sommes avec le grand maître vénérable Jean-Pierre Ladré. Bonjour Monsieur Ladré. Bonjour Monsieur. Alors, la franc-maçonnerie, tout le monde en parle, peu de gens la connaissent. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est la franc-maçonnerie? Oui, alors donc je reprécise que cette interview est donc sous l'autorisation de notre sérémissime grand maître Jean-Marc Milan, qui est le patron entre guillemets de la Grande Loge Mixte Nationale dont je fais partie. La franc-maçonnerie est un ordre mondial. Vous en avez dans tous les pays du monde, en particulier aux États-Unis, puisque le premier président des États-Unis était franc-maçon. Et si vous prenez un billet, $1, vous vous apercevrez qu'il y a le compas, l'équerre, l'œil, la pyramide, tout un tas de symboles maçonniques. Alors ces symboles, c'est quoi? Alors, le symbole permet de travailler sur des choses discrètement. Le symbole cache davantage qu'il ne révèle. Par contre, c'est le but du franc-maçon d'aller chercher derrière le symbole ce qui peut lui apporter un plus. Alors, la maçonnerie, elle a été créée quand? Alors, la maçonnerie, il y a différentes écoles. Donc, c'est la continuité, si vous voulez, pour certains, des constructeurs de cathédrales qui se réunissaient dans des loges pour se donner les secrets de construction. Et évidemment, avec la modernité, il y en avait de moins en moins, donc on a accepté progressivement des érudits de l'extérieur. Donc, d'opératif, on est passé spéculatif. Donc nous sommes des francs-maçons spéculatifs. Le travail en loge, c'est un travail sur soi-même. C'est, si vous voulez, le symbole de descendre à l'intérieur de toi-même, et en travaillant, tu trouveras la pierre philosophale. C'est-à-dire que pour aller vers les autres, déjà, il faut bien se connaître. Si vous vous connaissez bien, vous pouvez aller vers les autres, partager et essayer donc de s'enrichir mutuellement en toute fraternité dans la différence de chacun. Donc la maçonnerie a commencé au Moyen Âge. Il y a un rapport avec les Templiers? Alors, certains rituels, hein, parce que, si vous voulez, très rapidement, la franc-maçonnerie, le paysage maçonnique français, c'est 170 000 frères et sœurs répartis sur le territoire. Vous avez des grandes obédiences, on peut les citer, tout le monde le sait, le Grand Orient de France, la Grande Loge nationale française, le droit humain, opéra, etc., etc. Donc, vous avez donc un paysage maçonnique très important, et dans ces obédiences, vous avez des rituels différents, des rituels un petit peu chevaleresques, des rituels qui sont spirituels, et vous avez des cheminements différents. Un exemple, les officiers de Napoléon pratiquaient le rite écossais ancien accepté sous les tentes. Lafayette était un grand franc-maçon, donc si vous prenez Internet, vous allez le retrouver avec toute son histoire. Donc la franc-maçonnerie perpétue dans les premiers degrés la connaissance de l'homme et son évolution et sa modification par rapport aux autres. Par contre, son cheminement jusque loin dans les grades, on aboutit pratiquement tous, certains chevaliers bienfaisants de la Cité Sainte, d'autres chevaliers saints, voilà, on aboutit tous pratiquement à l'ordre du Temple. Ce n'est pas la filiation directe, mais on y aboutit tous. C'est pour ça que beaucoup de symboles maçonniques sont... Alors, donc il y a plusieurs obédiences. Est-ce qu'un franc-maçon peut passer d'une obédience à une autre? Oui. Alors, nous sommes tous frères et sœurs. Il est évident que certaines obédiences pratiquent des rites différents, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, les uns les autres. Donc, si un rite qui est plus spirituel ou religieux ou chevaleresque est préféré par un frère ou par une sœur, il peut très bien se rapprocher d'une autre obédience. Évidemment, après avoir visité la loge de l'obédience, que l'ensemble des frères et des sœurs ait voté pour
que la loge qu'il veut quitter est votée pour aussi. Donc toute cette démarche qui peut durer entre 6 mois et 2 ans, il n'y a aucun problème pour qu'un frère ou une sœur change d'obédience sans aucun problème. Alors, admettons, dans ce cas-là, un de vos frères ou sœurs a un grade, on va voir les grades juste après. Quand il change d'obédience, il conserve son grade ou il commence depuis en bas? Ça dépend les obédiences. En principe, dans la même soirée, il repasse tous ses grades. S'il est maître, c'est-à-dire 3e degré de la franc-maçonnerie, le soir où il donne son serment d'affiliation dans sa nouvelle obédience, on lui fait rapidement repasser les 3 grades. Alors, jusqu'à présent, la franc-maçonnerie était un peu discrète, pour ne pas dire secrète. Je veux être franc-maçon, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que je vienne avec une certaine idée de franc-maçonnerie? Est-ce que je peux rentrer dans la franc-maçonnerie pour me servir du réseau pour mes activités professionnelles ou c'est très spirituel? Alors, si vous voulez, pour rentrer en franc-maçonnerie, il y a plusieurs principes. Le premier, c'est d'être parrainé par un frère ou par une sœur qui a détecté en vous un homme ou une femme libre, de bonnes mœurs, avec une mentalité saine et qui veut évoluer sur un certain chemin personnel et spirituel. Deuxièmement, aujourd'hui avec Internet, vous pouvez très bien taper le nom d'une obédience et vous inscrire. Donc, le national recevra votre demande qui sera transmise à la loge qui correspond le mieux à votre position géographique. Si vous êtes bien sûr à Bordeaux, on ne va pas vous proposer d'aller à Lyon, hein. Donc on vous appellera de Bordeaux et le vénérable maître de Bordeaux prendra contact avec vous, il vous rencontrera, s'il vous juge apte, il en parlera en loge et il fera voter. Premier vote pour que l'on puisse envoyer des enquêteurs. Nous avons donc ce principe, le vénérable maître vous rencontre, propose à la loge vote et on envoie 3 enquêteurs, pas en même temps bien entendu, qui va vous rencontrer chez vous, de préférence en compagnie de votre conjoint ou de votre conjointe, et qui va vous poser tout un tas de questions correspondant à votre vie, ce que vous recherchez, qui vous êtes, où vous êtes. Voilà. Ces 3 enquêtes étant faites, elles vont être lues en loge, et une deuxième fois, la loge va voter. Si le vote est positif, évidemment, on vous appelle, on dit monsieur ou madame, la loge est positive, et on vous convoque ce qu'on appelle un passage sous le bandeau, c'est-à-dire que vous allez venir les yeux bandés dans notre loge entourée de tous les francs-maçons et tous les francs-maçonnes. On va vous poser un certain nombre de questions. On va voir si vous répondez sainement, si vous répondez d'une manière honnête et franche. Ça se sent souvent dans la voix. Et donc vous ressortez, on revote. Et si cette cérémonie est positive et que la loge a voté pour, si elle a voté contre, on vous dit monsieur ou madame, désolé, la loge ne peut pas vous recevoir. Si c'est positif, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois après, suivant le process administratif, vous serez convoqué pour l'initiation maçonnique. Alors c'est quoi l'esprit du franc-maçon? Eh bien, vous passez en gros de la vie profane à la vie sacrée, de la vie profane à la vie maçonnique. Mais là, il faut le vivre, pour bien le comprendre, parce que les paroles, vous savez très bien. Alors, j'ai été reçu chez vous, il y a des grades. Oui. Au bas de l'échelle, c'est quoi? Alors, au bas de l'échelle, vous avez le premier grade. Alors, vous avez des degrés des grades. Le grade, c'est votre position. Le premier, c'est apprenti. On vous revêtit d'un tablier blanc, signe de pureté, qu'il ne faut pas tacher, et on vous donne aussi une paire de gants blancs. Les mains d'un franc-maçon doivent toujours rester pures et sans tache. Toujours. On vous donne, alors pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous restez sur les colonnes, c'est-à-dire de chaque côté du temple. Vous n'avez pas droit à la parole, vous écoutez. Vous écoutez, en dehors, bien sûr, vous travaillez, vous apprenez. On vous donne un travail à faire régulièrement et progressivement. C'est quoi ces travaux?
Alors, ce sont en principe sur des symboles. Par exemple, on a un tapis mosaïque, c'est-à-dire le blanc et le noir. Donc, on vous demande de faire un travail d'une page ou deux sur le blanc et le noir. Alors, c'est quoi le blanc et le noir? C'est le bien et le mal. C'est le yin et le yang, c'est le haut et le bas. Vous voyez, là, vous pouvez vraiment développer quelque chose de personnel qui correspond à ce que vous apprenez. Si ces travaux, 2, 3, 4e, correspondent à ce qu'on entend, l'atelier, c'est-à-dire loge ou atelier, c'est pareil, hein, les deux mots sont différents, mais le but est le même. L'atelier se réunit, l'apprenti est à l'extérieur, tout le monde parle, il est apte à passer au grade supérieur. Alors, dans ce premier grade, est-ce que j'ai un parrain qui m'épaule pour tous ces travaux ou je me débrouille tout seul? Alors, vous avez à l'intérieur de la loge des postes, des charges. La personne, le frère ou la sœur responsable des apprentis s'appelle le 2e surveillant. Donc, c'est ce frère ou cette sœur qui est chargé de votre instruction, qui vous suit régulièrement tout au long des réunions, tout au long de votre cheminement, qui vous aide à faire les premiers comptes rendus, etc., etc. Il est évident que si vous avez passé le process par la présentation d'un parrain, votre parrain vous suit tout au long de votre cheminement maçonnique. Si vous êtes passé par l'obédience qui a renvoyé votre dossier donc à la loge, c'est différent. Mais c'est toujours le surveillant, une personne responsable des apprentis. Donc une fois que leur travail est fait et satisfait, tout le monde vote. S'il y a une seule boule noire, une seule, il reste apprenti. Il faut que l'ensemble de l'atelier... Mais il peut par la suite repostuler? Ah ouais, on ne repostule pas. C'est le surveillant et le vénérable maître qui prennent la décision de dire notre frère apprenti est apte à passer compagnon. D'accord. Il n'est pas apte, donc il continue une année de plus ou 2 ans de plus. Oui. À ce moment-là, le vénérable maître repose la question s'il est voilà, apte. Boule blanche, j'imagine, c'est noir, boule blanche, et là, il change de grade? Alors, donc une fois qu'il est accepté au grade de compagnon, il attend un petit peu parce que c'est aussi administratif, puisque l'ensemble de la franc-maçonnerie a des contacts inter-obédience. Donc on envoie les dossiers un petit peu au grand obédience qui vérifie si ce franc-maçon n'a pas été quelque part reboulé ou parti d'une manière un petit peu négative de chez eux. Donc une fois que tout est bien correct, donc la cérémonie se passe, donc, comme je vous disais, 2-3 mois après. Il y a une très belle cérémonie pour passer au grade de compagnon. Il faut la vivre, on ne peut pas l'expliquer. Et donc, il perd son tablier blanc et on lui donne un tablier rouge. Voilà. Donc là, c'est le tablier de compagnon. Voilà. Donc, voilà notre frère qui est compagnon. Et là, eh ben, il doit travailler sur les symboles et tout ce qu'il a appris en tant qu'apprenti. Il va passer progressivement de l'ombre à la lumière, donc il doit travailler encore sur lui-même pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, suivant la qualité et la capacité de chacun. Il y a des gens qui sont vraiment tombés dedans avant d'être francs-maçons, donc ils vivent avec et au lieu de passer 2 ans compagnon pour passer à la maîtrise, il reste 1 an, ou 1 an c'est le minimum, n'importe comment. 2 ans, 3 ans apprenti, 1 an, 2 ans compagnon avant de passer au sublime grade de maître. Là, il y a une grande cérémonie qui c'est encore là c'est très personnel, c'est très initiatif. C'est pour ça que des fois les gens s'imaginent, vous voyez, il y a du noir, il y a du blanc. Pourquoi? Parce que on remeurt à la vie profane pour renaître à la vie sacrée. Et le maître va incarner l'un de nos anciens passés, comme on dit chez nous, à l'Orient éternel, c'est-à-dire qui est parti. Voilà. Et donc, on le revêt de ce magnifique tablier à la maîtrise. Mais tout ça, ça se mérite.
Il n'y a pas de question chez nous de passe-droit, il n'y a pas de question... voilà. Si vous voulez, la franc-maçonnerie est un ordre hiérarchique, bien cloisonné, c'est du travail. C'est pour ça que des fois les gens disent « ouais, je vais être franc-maçon ». Évidemment, dans le monde entier, comme on en parlait tout à l'heure, dans le monde entier, il y a des francs-maçons, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Lituanie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique, où il y en a beaucoup, et on a des loges belges aussi, nous. Donc, c'est un réseau d'amitié mondial, si vous voulez. Si vous allez, je m'excuse après, oui. Si vous allez à New York par exemple, vous ne savez pas où aller coucher, vous demandez au vénérable maître, il va vous donner les contacts de New York, vous allez appeler, on va vous proposer des chambres d'hôtes ou un hôtel sympathique, ou on va vous prendre en charge si vous voulez faire des visites, etc. Donc vous voyez, il y a un réseau qui est surtout fraternel au niveau mondial. Alors là, vous avez parlé sur les 3 grades là, que les gens doivent faire du travail personnel. Mais la franc-maçonnerie fait un travail collectif aussi. Oui. Et dans ces travaux collectifs, vous parlez de quoi? Alors, la question est excellente. Pourquoi? Parce que dans les obédiences, il y a beaucoup de différences. Vous avez des obédiences qui travaillent sur le sociétal. Ils essaient de revoir des lois, et des choses, d'écologie, tout ce qu'on veut. Pour les 3 premiers degrés. Chez nous, nous sommes que symbolisme spirituel et alchimie. Donc, on travaille sur le spirituel, le connaître toi-même. On travaille sur ce qu'on appelle, nous, la lumière, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, grand architecte de l'univers, et toutes ses qualités. Alors, ça apporte quoi pour le monde extérieur, ces travaux? Si vous voulez, on dit souvent, il faudrait que le profane, le monde extérieur, reconnaisse le franc-maçon comme tel, parce qu'il va lui apporter de la tolérance, de l'empathie, de l'entraide, du soutien, de la compréhension. Vous voyez, aller vers les autres, on le voit tous les jours, malheureusement, dans notre vie aujourd'hui, où on vit une violence infernale. Tendre la main à quelqu'un, ça paraît bizarre, mais nous, c'est ça. C'est aller vers l'autre pour que l'autre comprenne que malgré nos différences, on est tous des humains, quoi. Mais alors, comment vous faites justement, puisque bon, là apparemment, vos audiences ou vos travaux sont limités à des francs-maçons. Comment vous faites la transition pour monsieur tout le monde? Puisque vous dites, on est là pour aider mon prochain. Comment vous comment vous faites pour passer de votre loge au monde public? Alors, le franc-maçon travaille dans sa loge comme le chrétien travaille dans son église. Mais à l'extérieur, on doit se rapprocher des autres pour essayer, je me répète, de lui apporter de la fraternité, de l'empathie. C'est le travail de tous les jours. Si vous voulez, lorsque je vous ai reçu, je ne vous ai pas reçu en faisant la gueule, je vous ai reçu avec le sourire. Déjà, apprendre à sourire à son prochain. Vous voyez, moi je vais à la poste tous les matins, je dis bonjour messieurs, dames, il y en a 3 sur 5 qui répondent. Vous voyez, alors des fois en rigolant, je dis, il y en a qui n'ont pas entendu, donc voilà. Mais toujours de bonne humeur, toujours d'essayer de transmettre quelque chose qui peut apporter et faire du bien à l'autre. Il y a beaucoup de personnes qui savent que vous êtes franc-maçon? Alors, personnellement, au bout de 35 ans de maison, mon environnement familial, oui, à 80%, je dis 80% parce que la famille était classée sur l'ensemble du territoire. Au niveau profane, très peu. Au niveau bureau, évidemment, on travaille ici, mes secrétaires, il n'y a pas de souci parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui viennent me voir. C'est les 3 bises, etc. Donc, ce sont des codes, les 3 bises? Oui, c'est le... mais il n'y a pas que ça. Oui, justement, alors il y a quoi comme geste pour se dire tel je suis franc-maçon? Les francs-maçons se reconnaissent entre eux donc par des mots, des phrases. On peut avoir des gestes et
La poignée de main peut-être, particulière? Et poignée de main aussi particulière, oui. Elle est comment cette poignée de main particulière? Vous verrez quand vous rentrez chez nous. On peut rien savoir. Ben, ça fait partie des choses qui sont très agréables. Par exemple, le jour, ça je peux vous le dire, une conférence. Moi j'ai donné des conférences, surtout professionnelles. La position, quand vous êtes debout, voilà. Quand vous voyez quelqu'un qui prend la parole devant un micro et qu'il a une table et qu'il a les mains comme ça, en triangle, avec les trois doigts, 9 fois sur 10, c'est un frangin. Ou une frangine, bien entendu. Hein, voilà. Donc ça, Alors, vous avez des multitudes de petites choses comme ça qui permettent... moi, je sais que je faisais souvent Libourne Paris dans le TGV. C'est rare que je ne rencontrais pas un maçon ou une maçonne. Et donc, parce que un geste particulier... Une chose, une phrase, un mot, un geste, comme là, je vous dis, pour lire un livre, il y a des positions des mains. Et ça, ce geste, c'est un geste qui est fait... Qui est universel. Oui, mais d'accord, mais pour les francs-maçons. Qui est fait pour dire « je veux me faire reconnaître » ou c'est quelque chose qui est habituel? Ou les deux? Les deux. Ça permet aussi, lorsque moi j'étais par exemple à Berlin, à la foire, puisque je suis vendeur de vin aussi avant d'être entrepreneur, lorsque je faisais des commentaires de dégustation ou autres, j'avais cette opposition de main, et très souvent, pratiquement tout le temps, j'avais un frère ou une sœur qui venait et me disait « mon frère, ton intervention était bien » et puis voilà. Puis ça permet d'avoir des très bons contacts. Alors, vous qui êtes maintenant donc grand maître vénérable, vous avez une profession. Ouais. En deux mots, votre profession, c'est organiser des événements, des animations dans les centres commerciaux, c'est un peu ça? Alors, la société est une société de service. Une société d'animation commerciale, de merchandising et autres. Donc le but c'est, pour les grandes surfaces, par exemple Carrefour, Auchan, Leclerc, etc., qui ont des budgets, souvent nationaux, de nous donner ces budgets-là pour que nous envoyions dans leurs magasins, à l'occasion des foires au vin ou des opérations très ponctuelles, des animateurs ou des animatrices former des démonstrateurs pour les produits. C'est ce qu'on voit dans les foires au vin. Il y a toujours un monsieur ou une dame, un animateur ou une animatrice qui vous font déguster ou qui vous conseillent sur les produits à acheter. Donc ça, nous le faisons sur toute la France. On a un fichier d'à peu près 9000 personnes, donc vous voyez, c'est quand même assez lourd. Et la deuxième chose, ce sont les entreprises. Par exemple, Mouton Cadet de chez Rothschild, Yvon Moe avec Frexenet, les brioches Fontenot, les brioches Sicard, etc., qui, eux, nous mandatent pour aller animer leurs produits. Par exemple, ils ont commandé 3 palettes de Mouton Cadet, ils n'arrivent pas à le vendre parce que... Donc on va envoyer un animateur qui va faire déguster et qui va faire une promo supplémentaire et pousser les produits pour dégager tout. On travaille aussi tout ce qui est le rayon charcuterie, le rayon fromage, etc. D'accord. Mais alors, ma question toute simple, est-ce que le fait d'être franc-maçon, ça aide dans les affaires? Alors, moi j'ai créé plusieurs sociétés, Solib 20, France 20 et la société d'Avic Animation. Honnêtement, je n'ai jamais eu comme partenaire des francs-maçons. Vous n'en faites pas état? Moi, je préfère pas. Toutes les expériences que j'ai vues au niveau national depuis 35 ans, quand deux frères ou un frère et une sœur disent tiens, on va créer quelque chose ensemble, ça n'a jamais très bien marché, quoi. Il vaut mieux être indépendant. Il est évident que si le directeur général de chez Carrefour, que je le crois, il est franc-maçon, il va me serrer la main, peut-être que son collaborateur va dire tiens, ben, je vais privilégier. Mais en réalité, dans toutes mes sociétés que j'ai créées et au niveau professionnel, ça m'a jamais aidé. Le fait d'être, ouais, c'est ça. Donc le fait d'être franc-maçon, vous n'avez pas forcément démarché des personnes qui sont déjà franc-maçonnes. Non. Puis n'importe comment, on a des fichiers internet ou autres nationaux, mais on ne connaît pas tout le monde. Il y a 170 000 frères et sœurs sur le territoire français, sans compter donc les dom-toms, où on est bien implanté. Imaginez-vous le bouquin que j'aurais.
Non, 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 non. C'est toujours pareil. Prenons l'exemple des clubs services. Si vous êtes rotarien, lyon ou kiwanien, moi j'étais président du Kiwanis, vous rencontrez un kiwanien, vous tombez en panne, vous rentrez dans un garage, le garagiste est kiwanien, bon, tout de suite ça va être plus sympathique. Mais c'est pas pour ça qu'il vous fera un prix, et c'est pas pour ça qu'il vous donnera la priorité s'il a d'autres priorités. Mais on sera mieux accueilli. Donc on ne rentre pas chez les francs-maçons pour faire des affaires. Ah, surtout pas. Alors, on est toujours déçus de n'importe comment. Non, 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 la franc-maçonnerie. Là, on a vu donc que vous aviez donc les trois grades. Vous êtes donc grand maître vénérable. Il y a un grade au-dessus. En dessus des trois, oui. Vous avez un cheminement qui va là, 3e degré, sans rien dévoiler, on va jusqu'au 33e degré. Alors on a du temps. Alors, en préparant l'émission, on m'avait dit justement que lorsqu'on était grand maître, c'était pour une durée déterminée et qu'après on quittait cette charge et on redescendait. Franc-maçon de base. Franc-maçon de base. On reste toujours maître puisqu'on à son grade. On reste au grade de maître, mais on n'est plus vénérable maître, on n'est plus en charge de la direction. Moi, ma charge se termine au mois de septembre 2024. Après, je redeviendrai tranquillement maître. C'est qui s'élève sera baissé. Et c'est tout à fait normal. Et même, je dirais que de la charge principale, logiquement, je devrais redevenir ce qu'on appelle couvreur, c'est-à-dire gardien de la porte du temple, vous voyez. Simple gardien. Mais c'est bien, c'est l'humilité, quoi. C'est pas parce que pour arriver, si vous voulez, à un certain degré, c'est 10 ans, 15 ans de travail, quoi. Hein, vous voyez, j'ai encore des livres d'apprentis, j'ai encore tout un tas de bouquins, parce que il y a tellement de choses, la franc-maçonnerie. Si vous voulez, j'entendais ce matin en venant une émission sur les Romains qui, en l'an 70 de notre ère, avaient détruit le temple de Jérusalem. Ça avait été une catastrophe. Après, ils avaient donc pris le temple. Et nous, on part aussi de cette époque, mais du premier temple de Jérusalem, par le roi Salomon. Et c'est pour ça qu'on a des références bibliques très très fortes dessus. Ça fait combien de temps que vous êtes franc-maçon? 1989. Ça fait 35 ans. Ça ne se voit pas. Non, 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 ça ne se voit pas. Alors, vous en tirez quoi de cette expérience? Alors, déjà, ça m'a permis tout au long de ces années, de ces décennies, de rencontrer une multitude de gens vraiment différents, sympathiques, agréables. Malgré leurs différences, j'ai été créé des loges sur l'île de la Réunion. On était accueillis comme des vrais frères, des vraies sœurs. Le Guadeloupe, Martinique, tout ce qui est, comme je vous disais tout à l'heure, on est bien implanté dans les dom-toms. Sont des gens différents, sont des gens qui... La différence de l'autre nous apporte, nous enrichit et nous fait du bien. Dernière chose, en ce qui concerne aussi notre cheminement, on vieillit tous. On a plus de difficultés à 60 ans de se faire des amis qu'à 30-40 ans. Et la franc-maçonnerie n'a pas de problème d'âge. Là, dimanche dernier, à la maison, j'avais réuni une partie de notre atelier, de notre loge. Il y avait donc des sœurs de 30 ans, il y avait des frères de 78 ans, tout le monde était là, tout le monde se tutoie, tout le monde est bien, tout le monde est bien. Et ça, c'est une grande force aussi. Alors, depuis le début de cet entretien, vous avez souvent parlé de frères et de sœurs, mais les femmes, elles sont assez récentes dans la franc-maçonnerie. Alors, il y a encore certaines obédiences qui n'acceptent pas les femmes. Nous, depuis la création de la Grande Loge Mixte Nationale, 2010, donc vous voyez, ça fait que 12 ans, nous acceptons les femmes. Sans citer d'autres obédiences sans secret, le droit humain est aussi une obédience mixte. Et donc il peut y avoir une grande maîtresse? Oui. Oui, oui, bien sûr. Il y a certaines obédiences alternent un grand maître, une grande maîtresse. Ouais. Et ça pose aucun problème. Aucun problème.
Tout le monde accepte d'être dirigé. Alors justement, dans ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, on ne sent pas cette action de dirigeant. Ah, ben nous sommes tous frères et sœurs. Alors, j'emploie le mot de charge parce que un vénérable maître ou les officiers, puisqu'on a des officiers pour nous aider, prennent des charges, c'est-à-dire qu'il faut tout organiser. Une tenue doit, c'est-à-dire une réunion maçonnique, doit être vivante, doit apporter quelque chose. Donc ça, c'est la charge du vénérable maître. De travailler pour que pendant, nous on commence à 19h30, on finit à 22h30 ou voire 23h, il faut que ça soit intéressant, il faut que les gens s'interrogent, soient bien. L'environnement compte beaucoup, un temple maçonnique c'est un temple où on se repose. Il y a une musique douce, il y a beaucoup de couleurs, il y a très peu de lumière, il y a beaucoup de symboles. Ils sont où ces temples? Ils sont éparpillés dans les Bournes, dans Bordeaux, un petit peu de partout. Mais on préfère, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une incompréhension. On a vu d'actualité télévisée des temples dans certaines régions qui ont été brûlés, ou voilà, même peut-être plus. Donc, quand les gens ne connaissent pas, il y a malheureusement d'autres période où la franc-maçonnerie et les juifs ont été maltraités, je pense à la guerre de 40-45, où on a été déportés et brûlés. Donc il vaut mieux rester discret, quoi. On va pas, voilà. Et c'est pour ça que j'ai accepté votre interview pour démystifier la franc-maçonnerie. Alors, on a parlé un petit peu qu'au début la franc-maçonnerie était assez proche du christianisme. Mais est-ce qu'un musulman, un juif, un athée, un bouddhiste peut venir chez vous? Oui. Alors, il est vrai que tous les serments chez nous se font sur la Bible ouverte à l'épître de Saint Jean. Nous sommes tous, que ce soit n'importe quelle obédience, d'éloge de Saint Jean. Par contre, on accepte chez nous, et dans la boîte qui est sur l'autel maçonnique devant le plateau du Vénérable Maître, il y a le Coran, la Torah, un livre blanc pour les différentes confessions. Et chacun prête serment sur ça. Il ne faut pas qu'ils renient leur... Ah non, non, bah, pas du tout. Bah non. Le franc-maçon, le terme, c'est un homme libre et de bonne mœurs, ami du pauvre et du riche lorsqu'ils sont vertueux. Voilà notre définition, avec beaucoup de tolérance. Et tout le monde s'entend bien, hein. Moi je peux vous dire que des gens, enfin des frères et des sœurs qui avaient un petit peu hésité à voter pour faire entrer un profane de confession musulmane, s'en réjouissent aujourd'hui, quoi. Mais ce ne sont pas ce qu'on voit à la télé. Ce sont des gens intégrés qui vivent leur religion de tolérance et d'amour, quoi. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir accueillis chez vous. C'est avec grand plaisir. Eh bien, moi je vous donne rendez-vous pour une toute prochaine émission aussi intéressante. Au revoir, à bientôt.